à partir au moment de notre déplacement. Premier réflexe, c'est contrôle immédiat, annonce, tic, go, go, go. On quitte la kill zone. Il y a un SVEB qui a été annoncé, d'accord. Son but, c'est de se faire péter sur un convoi de la Coalition Force et non pas ANA, au niveau de Gogamunda, entre le parallèle 52 et le parallèle 57. Donc, ces IED n'ont pas été trouvés par l'ANA au moment de la reconnaissance. Ça veut dire soit l'info elle n'est pas bonne, soit tout simplement ils les ont pas trouvés, c'est des IED dormeurs qui ont été posés et ils attendent tout simplement le passage d'un gros convoi pour les faire claquer. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon pour tout le monde. Donc départ prévu 7h45 sur Orange. Embarqué verrouillé. Quand ils partent dans l'armée, vous savez qu'ils vont, à un moment ou un autre, ils vont partir, hein, vous le savez. On a eu des mots directs, quoi. Si je meurs, mon enterrement, maman, on le prépare comment, on fait quoi? Donc là, ça vous ouvre les yeux, hein. Vous êtes conscient qu'il ne va pas au Club Med. Ça, on en est tout à fait conscient. Bien que préparé, la mère du première classe David ne s'attendait pas à ce que la première mission de son fils le conduise en Afghanistan. 27 marsouins du 1er IMA d'Angoulême ont passé 6 mois entre la base de Tora et le camp de Warhouse. Arrivés au moment où la France annonçait son désengagement du conflit, ils ont été les derniers combattants envoyés sur un front où 725 soldats français ont été blessés et 88 y ont perdu la vie. La mission pour ce peloton a commencé bien avant l'atterrissage à Kaboul, fin mai. Insérés dans le bataillon Wild Geese, composé d'hommes du 92e ERI de Clermont-Ferrand, ils ont suivi 6 mois d'entraînement intensif. Pendant presque un an, nous les avons accompagnés ainsi que leurs familles. L'éloignement et le caractère particulier de cette mission ont bouleversé leur quotidien. Notre première rencontre avec les marsouins a eu lieu à Canjuers, dans le Var, sur le plus grand terrain militaire de France métropolitaine. 35 000 hectares de rocailles qui accueillent depuis 2009 la formation spécifique Afghanistan. Vas-y, je te replace, je te prends. Entre brouillard et pluie, le peloton du 1er IMA doit assurer le cheminement d'un convoi. C'est l'avant-dernière journée de leur formation. L'exercice regroupe toutes les situations auxquelles ils pourront être confrontés là-bas. On a été tiqué dès le début par un groupe d'insurgés, avec un blessé parmi nous. La prise en charge a été rapide, donc l'évacuation a été faite. On a pu remplir notre mission, le convoi est passé sans embûche. Et pour leur dernière nuit à Canjuers, les soldats vont devoir dormir dans les blindés. Le sommeil s'annonce court. Dès l'aube, il faudra repartir pour l'exercice final de la formation. Je suis rentré au 1er IMA le 1er février de l'année dernière. On a fait 6 mois de classe. Tout de suite après les 6 mois de classe, on a fait la préparation Afghanistan pour le départ en Afghanistan directement. C'est le dernier jour. Canjuers est un vrai champ de bataille. Au sol, comme dans les airs, l'activité est intense. Le souci de réalisme est poussé à l'extrême, jusqu'à simuler des attaques de voitures piégées. J'ai joué le rôle du véhicule suicide et donc je me suis inséré dans la tête de convoi et j'ai fait exploser le deuxième véhicule de la rame. En Capissa, il y a eu 2 cas en fait, de suicide véhicule et donc c'est quelque chose qu'il faut jouer dans le cadre de la préparation. Ici Bleu 23, donc avons effectué V inversé jusqu'au véhicule 272. À l'intérieur, un mort, 2 blessés graves et le reste du groupe blasté. Connaître la fréquence, la simultanéité ou non des événements, ça c'est quelque chose qu'on ne peut surtout pas prédire. Et donc on s'entraîne justement pour pouvoir réagir à ça à n'importe quel moment. Ces 6 mois de préparation sont déjà une épreuve pour les familles. Les absences longues et répétées laissent présager de ce que seront les 6 mois à Kaboul. Des raisons familiales, si vous voulez, le faisaient hésiter. Et je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais moi, en tant que maman, je lui ai dit non, tu y vas, tu pars. Tu t'es assez donné, ta formation a été dure, tu as été jusqu'au bout, tu n'as pas fait tout ça pour rien. Donc je lui ai dit non, tu pars. Il y a de la peur, ce qui est normal, parce que là-bas, quand même, c'est quand même assez tendu. Et je pense que si on fait l'Afghanistan en première OPEX, c'est comme si on avait fait toutes les OPEX. Tout le monde a envie de partir là-bas. Si on s'entraîne, c'est là-bas où on fera vraiment notre métier. Et quel métier ? En octobre 2010,
Le caporal-chef Frédéric Miquel du 1er IMA a été grièvement blessé à la tête. Loin d'effrayer ses frères d'armes sur le point de partir, son exemple serait même une motivation supplémentaire. On va pas se laisser démonter à cause de ça, c'est le risque du métier et non, ça me fera pas revenir en arrière. Le caporal-chef Benoît, lui, a déjà pu mesurer sa détermination. Il a fait une première mission afghane en 2010. Donc la première fois on y va dans le doute, savoir comment on va réagir le jour où ça va tirer. Le jour où ça pète, on est prêt. On est prêt et puis on se pose pas trop de questions, quoi. Tout ce qu'on vient de faire, toutes ces longues répétitions qu'on faisait de jour en jour, et ben on les applique à la seconde. Il n'y a plus de moment de réflexion, c'est en avant. Quant au sergent-chef Rachid, il était lui aussi dans la vallée de Tagab en mars 2010. C'est là qu'il a vécu son baptême du feu. Au début, on est un peu euphorique, parce que surtout quand il n'y a pas de blessés. Moi, j'ai pas eu de blessés, donc ça a tombé bien. J'étais un peu euphorique. Et après, on se rend compte que on était vraiment en danger, et que c'est là où on se rend compte que c'était un peu chaud. J'y vais avec un peu plus, un petit pincement au cœur, on va dire. Pas parce que j'ai peur d'y aller, mais parce que je sais à quoi je m'attends. Et aussi parce que sa compagne ne vit pas très bien ce nouveau départ pour l'Afghanistan. Le fait de lui réapprendre la nouvelle en disant que j'allais repartir 6 mois, elle le vit beaucoup plus mal que la première fois. On se dit à tout moment, un jour ou l'autre, elle va en avoir marre et puis elle va s'arrêter là. Hein. Comment vous gérez ? Pas très bien ça. Ouais. C'est pas très. On le gère parce qu'il faut le gérer, mais il y a toujours ce petit côté qu'on n'arrive pas à prévoir et puis on attend. On espère qu'elle va rester, elle va rester. Mais il y a toujours ce petit côté où on pense qu'elle va partir, quoi. La compagne du caporal-chef Rémi subit aussi les absences et la peur. Elle a l'habitude de se retrouver seule. En 6 ans de vie commune, il est déjà parti 2 fois. Dès le début de leur relation, elle a compris qu'être femme de militaire demandait des sacrifices. Il est parti 4 mois après notre rencontre en Côte d'Ivoire. Donc, c'était le test ultime. Ouais. Pour les deux, Oui, pour notre couple, pour notre couple aussi. Ouais. Les 3 semaines de perme entre la fin de la formation et le départ en mission sont à peine suffisantes pour tout gérer. Le caporal-chef Rémi et sa compagne veulent vendre la maison. Il faut donc la préparer, car la vente se fera sans lui. Le couple en a aussi profité pour se marier. On était pacsés, mais voilà, on a préféré se marier un petit peu plus vite que prévu pour déjà pour que je porte son nom, que je porte le même nom que la petite. Donc il y a quand même pas mal de choses pour lesquelles c'était plus clair s'il se passait quoi que ce soit là-bas, Et on attendra que monsieur revienne pour faire le petit frère ou la petite sœur à mademoiselle. Je voulais pas prendre le risque de faire un enfant avant qu'il parte, de peur de rester ici toute seule et d'avoir un problème avec une grossesse et de lui mettre mal aussi par rapport à ça. Je sais ce qu'elle ressent, on en a parlé, ça lui fait pas plaisir que je parte, elle a peur. Mais, moi j'y pense pas, non. J'essaye de... Bon, je pense à eux, mais je serai dans ma mission. Il vaut mieux penser au moment présent et pas trop à sa famille, parce qu'après, si on est... Enfin, moi, je le ressens comme ça. Je préfère pas penser à eux pendant le combat, parce que je serai dans le combat et j'aurai pas le temps d'y penser, de toute façon. Je pense plus aussi à la petite, comment elle va gérer ça, que ce soit l'Afghanistan ou ailleurs. Pour elle, ça n'a pas d'importance. Elle pose des questions, combien ça fait de nuit. Donc on essaye aussi de mettre des calendriers en place avec la photo de papa, on barre les jours. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que elle est en capacité de comprendre aussi les choses. Bon, pas forcément de compter, mais bon, visuellement, c'est plus facile. C'est plus facile pour elle et puis pour mine de rien pour moi aussi. Le visuel parle beaucoup. Je sais pas comment trop lui aborder le sujet quand dit papa il part 15 jours, bon 15 dodo ça va. À 6 mois, 180 dodo, non, elle peut pas comprendre. Elle y arrive pas. On lui dit que papa il va partir, mais après non, lui expliquer, elle comprend pas encore assez. Elle comprend que je pars, mais
pour elle, je pars comme si je partais 15 jours, quoi, elle est habituée. Donc. En attendant, papa est là. Et il passe le plus de temps possible avec sa fille. Séverine, elle, a déjà imaginé des moyens de pallier au manque. Il a son parfum qui est là, donc ça irait un petit coup sur le coussin, histoire de ne pas me coucher seule. Non mais c'est vrai, donc ouais. Le jour J est arrivé. Le colonel François-Marie Goujon, chef de corps du 1er IMA, a invité femmes et enfants pour une collation d'au revoir. Les soldats cachent leur excitation de partir. Les familles dissimulent moins bien leurs sentiments. Certaines épouses préfèrent rester à l'écart. Séverine et sa fille quittent le régiment presque en même temps que le bus. Les 6 mois les plus longs de leur vie viennent de commencer. Aller à Kaboul est un voyage long de 36 heures. L'avion militaire fait une première escale à Paphos, sur l'île de Chypre. Une seconde de 24 heures à Douchanbé, capitale du Tadjikistan. Et enfin, Kaboul. Au départ, les Marsouins étaient dans la base avancée de Tora, plus à l'ouest. Elle a été restituée à l'armée nationale afghane le 30 juillet. Les Charentais ont donc été rapatriés sur Warhouse, un camp retranché en périphérie de Kaboul où cohabitent 17 nations. Une véritable petite ville avec ses commerces et ses restaurants. C'est ici, début septembre, que nous retrouvons le peloton. Une journée type, c'est du sport, de l'instruction. On prépare notre CME pour notre retour en France. Donc aujourd'hui, on suit le programme prévu. Donc ce matin, les 2 équipes de volley se rencontrent, histoire de peaufiner notre préparation pour le grand tournoi qui nous attend. Ensuite, au niveau du bunker, le sergent fera un nettoyage armement, d'accord, avec contrôle de l'armement collectif. Cet après-midi, instruction canon de vin aux ordres du chef. Et ensuite, on terminera par une séance de sport AD, d'accord, salle de sport, pour toute la section. 300. Aïe! T'arrêves! Aïe! Marsouin! La vie à Warhouse ressemble à la vie de caserne. Elle est moins rythmée qu'à Tora et laisse donc le temps aux soldats de penser à leurs proches. L'avantage à Tora, c'est qu'on avait le Wi-Fi. Je la voyais sur Skype. Ah oui. Ici, non. Sur Skype, c'est quand même super pratique. Ça permet de se voir. Bah, la petite, elle aime bien. Là, la dernière fois, elle m'a un petit peu disputé. Elle m'a dit, papa, je te vois plus sur Skype. Sur Skip. Ce qui te manque le plus, là, par rapport à ta fille et à ta femme, c'est pouvoir leur parler, pouvoir les voir, pouvoir les toucher, pouvoir... Les câlins de ma fille. Ouais. Parce qu'avec ma fille, ils étaient très câlins tous les deux. Là, ça va, on a quand même accès à Internet, on a le téléphone, on a un téléphone portable, un téléphone fixe, on peut téléphoner avec un fixe. Tu l'appelles souvent? Oui. J'essaye de le faire au moins 3-4 fois par semaine. Je dis pas que je suis parti en mission, je dis pas ce que je fais, ça reste juste, oui, on sort, voilà. Ça reste très vague en fait. Et puis après, on prend plus aussi beaucoup de nouvelles de ceux qui sont en France. Et puis voilà quoi. Bon, c'est sûr qu'il ne me raconte pas tout ce qu'il a à me raconter, certainement. Et puis il vaut mieux comme ça, quoi. Et moi, de mon côté, c'est pareil. Je ne lui raconte pas si on a eu un problème d'inondation ou de quoi, ou de qu'est-ce, quoi. Mais c'est vrai qu'on se parle beaucoup. Et ça aide à traverser cette période d'éloignement. Je ne veux pas savoir voilà, où c'est qu'il va, si c'est dans des endroits à risque ou pas. On sait bien que voilà, tous les endroits sont à risque, mais voilà. Non, il ne m'en a pas parlé par rapport à ça. Voilà, on a parlé de la vie ici, voilà, ce qui se passait là-bas, voilà, s'il avait des choses particulières à dire voilà, sur sa vie là-bas. Mais autrement, niveau travail, non. Pour les Marsouins, les tâches quotidiennes, comme le nettoyage des armes, permettent de rester concentrés entre deux missions.
prend un certain temps, disons une bonne demi-heure, normalement. Pour éviter tout enlisement au moment où le coup part, quoi. Pour éviter les incidents de tir. On les reluit là, assez légers pour justement éviter que la poussière s'empose dessus. Du moment que les parties entre elles arrivent à bouger, avec un minimum d'huile, c'est ce qu'il faut. Comme on dit, il faut éviter d'en faire une friteuse. On a quand même une chance folle d'être ici en Afghanistan. Donc certes, ça peut être un peu au détriment de la famille, pourraient penser certains, mais je pense que les familles le vivent bien pour l'instant, vu tous les échos qu'on en a. Les régiments, quels qu'ils soient, que ce soit le 92e RI ou le 1er RIMA, ont des structures qui permettent justement de tenir informer les familles. Et au RIMA, la cellule famille a organisé 2 rendez-vous avec les proches pendant le temps de la mission. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai essayé de venir à toutes les journées et je reconnais qu'elles sont très intéressantes à chaque fois. Et ça nous apporte un certain soutien quand même. Et ça nous fait du bien au moral, des fois, tout simplement. Je trouve qu'il ne faut pas les rater. Ce qui nous rassure, c'est de voir à quel point ils sont bien encadrés, bien soutenus. Et ça, c'est très rassurant pour une maman. Je suis consciente qu'il aura changé, parce que justement, il aura vécu des choses que peut-être on ne peut pas s'imaginer, même si on écoute des infos, même si on voit des reportages, c'est pas comme le vivre, quoi. Donc, je pense qu'il aura changé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, parce que je veux écouter les conseils des psys, je veux voir ce qu'ils en pensent, je veux voir les conseils qu'ils nous donnent. Et avec ça, je sais qu'il a la tête sur les épaules et je le connais bien. Donc je me dis que quand il va revenir, au premier coup d'œil, je saurai s'il y a quelque chose qui ne va pas. Toutes les familles ne ressentent pas l'utilité de venir à ces journées. Séverine préfère rester loin de la vie militaire. Elle a réussi à vendre la maison, certes moins cher que prévu. Elle est donc en plein déménagement. Je pense que voilà, on l'a bien vendu quand même, on ne vend pas à perte, donc déjà on sait qu'on va repartir sur autre chose, donc c'est pour notre bien, le bien de notre famille aussi, donc s'il faut faire, voilà, on a fait l'effort, tant pis. Il va chercher la maison à ma place. Moi, je l'ai vendu, il cherche l'autre. C'est un bon compromis. La priorité du caporal-chef Rémy, en ce matin de septembre, ce n'est évidemment pas sa maison. Aux aurores, avec le peloton, ils ont pris la route en direction du Pakistan. Leur mission, sécuriser cet axe vital. À l'arrière du véhicule blindé, ils chauffent. Sur cette route escarpée, la menace peut venir de partout. La principale crainte pour le convoi, c'est de se retrouver bloqué par la circulation, notamment dans les gorges de Meipar. L'endroit est idéal pour tendre un guet-apens. Toutes les missions, même les plus anodines, peuvent donc dégénérer. D'ailleurs, depuis leur arrivée fin mai, les marsouins se sont déjà retrouvés sous le feu ennemi. C'était à Angiran, on nous a tiré dessus et puis on a riposté au niveau des départs de coups. Après, c'est un ressenti, moi, dans le dissercé qui est différent qu'une personne qui était débarquée et qui était dehors, quoi. Dans le dissercé, tout est réduit, on n'entend pas les impacts, on n'entend pas, comme on a le casque, tout est réduit, quoi. Alors qu'en fait, à la fin, on a appris que ça tirait quand même pas mal. Tu as été déçu de rentrer sans avoir vécu un tir? Oui, bah oui, c'est quand même tout soldat veut connaître son premier coup de feu. À travers le prisme des médias, ces incidents prennent une toute autre ampleur pour les familles. Peu de temps après son départ, il y a eu un problème et ça ne m'a pas empêché de paniquer que le diable en me disant « t'as pas été prévenu, t'es pas concerné, t'as pas été prévenu, t'es pas concerné ». Mais on panique quand même. Donc on entend qu'il y a tant de soldats qui sont décédés. Là, je pleure comme toute maman. La cellule famille m'a tout de suite appelé en me disant que il n'y avait pas de souci, que le RIMA n'avait pas été touché. Mais par la suite, on se dit oui, les familles par contre des autres, ouais. Après, ça vient après, malheureusement. Mais on pense à eux aussi. Ce jour-là, les seuls problèmes auxquels les soldats ont dû faire face, c'est les pannes à répétition sur les véhicules du convoi, l'obligeant à s'arrêter. L'escapade a duré 10 heures.
10 heures pendant lesquelles les marsouins sont restés enfermés dans les véhicules blindés où la température a dépassé les 60 degrés. Avec gilet pare-balles et casque lourd sur la tête, le périple était un véritable enfer. Le corps s'habitue. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être aux aguets en permanence. Donc, au niveau des équipages, il y a un certain roulement avec le système de gunner où ils sont à l'arrière et eux, ils doivent être en permanence en mesure de réagir à la moindre suspicion d'attaque ou attaque sur les véhicules. Après, comme sur les engins blindés, c'est un peu plus compliqué parce que chacun a son poste et là, il n'y a pas de personnel en spare. Donc, du coup, la mission de 10 heures, elle dure vraiment 10 heures et il faut rester éveillé jusqu'au bout. Donc après, c'est juste une question d'habitude. Puis dès qu'on rentre, on se douche et on va tout de suite se coucher et puis on repart pour le lendemain. C'est site bomber ici là. Donc Loli, tu reprends ta place en gunner. Batailleur, tu rentres là. Ah. Kaboul, son périphérique. La conduite afghane est surprenante. Les soldats doivent parfois montrer les dents pour éviter qu'un véhicule civil s'insère dans le convoi. La douche est proche, mais avant, il y a le débriefing de la mission. Bon, le bilan est positif quand même parce que ça a permis de réagir. En conduite, il a fallu réagir rapidement. L'engin a été dépanné. Maintenant, c'est un point vulnérable lorsqu'on est en DIA et qu'on se déplace, surtout dans l'endroit où on était, les gorges de Maïpar. Sitôt qu'on reste immobile, on est des cibles potentielles pour tout ce qui est suicide bomber. La mission est allée jusqu'au bout. On a récupéré l'autorité qu'on devait récupérer au niveau du camp de Naglou. Et puis le retour a été fait, certes à vitesse réduite, mais on est bien rentré. C'était une bonne mission, chaud, mais bien. La maison est vendue. Séverine et sa fille se sont installées chez ses parents. L'impatience gagne la petite famille. Le retour approche à grands pas, mais pour l'instant, aucune date n'a été communiquée officiellement. Une attente difficile et stressante. Là, ça fait un mois, tous les jours, dès qu'elle se lève, elle me demande combien de jours il reste. Il y a des changements de comportement. Alors après, est-ce que c'est dû au futur retour? Je ne sais pas, mais je pense parce que voilà, elle le sait, je lui en parle beaucoup, donc voilà. Après, je lui explique voilà comment ça va se passer, on va aller chercher papa. Mine de rien, il arrive ici, puis voilà, tout a changé pour nous, donc tout a changé pour lui. Si vraiment ça se passe pas bien, voilà, les locations ça existe, donc en attendant de trouver une maison, tant pis, on repartira en location, et puis en attendant, voilà, on a trouvé notre nid. Les 27 marsouins du premier IMA sont enfin de retour. En chemin, ils ont fait une pause de 3 jours, à Paphos, sur l'île de Chypre. Un sas de décompression indispensable. C'était pas mal. Hein. C'était pas mal. 5 étoiles, j'y retournerai bien. Hein, c'était beau l'hôtel à Paphos? Piscine, hammam, sauna, jacuzzi, croisière, détente, massage. On va rejoindre l'escadron, je vais vous reprendre vos enfants, vos maris pendant 10 minutes, un quart d'heure, histoire de boucler les papiers, histoire qu'ils puissent partir en permission tranquillement. J'ai juste à vous dire une chose, merci de votre soutien, merci pour ce que vous avez fait. Et pendant les permissions, je vous demande de les laisser un petit peu se reposer, d'accord? Même si vous avez plein d'idées en tête, même si vous avez envie de faire plein de choses, ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer. Donc écoutez un peu ce qu'ils ont envie de faire et laissez-les bien se reposer, surtout de manière à ce qu'ils reviennent en pleine forme. Parce que moi, au retour, c'est sûr que je remettrai la dose, ce sera fini les permissions. Donc voilà, donc je récupère 10 minutes, un quart d'heure. On redescend au niveau du 2e escadron, vous pouvez suivre jusqu'au 2e escadron. Et dès que c'est bon, liberté de manœuvre pour tout le monde. Voilà, la page afghane se tourne. Une nouvelle épreuve les attend, le retour à la vie civile. Pas simple de retrouver la sérénité quand on a passé 6 mois à être vigilant sur tout. Seule certitude, cette parenthèse afghane dans leur vie aura changé chacun de ces soldats et leurs proches. Je pense que mon fils n'a pas changé. L'homme, c'est autre chose. Je pense que l'homme a changé, mais pas mon fils.